Salam alaikum, Mazoul. Bonsoir. Ce qui ne m'a pas du tout, mais alors pas du tout étonné, et cette grande sympathie, cette immense sympathie, et je n'exagère pas, vous le savez très bien, cette sympathie que manifestent les Algériens à Al-Magharibiya, en Algérie et partout dans le monde en ces temps très difficiles. Et ce qui m'étonne beaucoup, bien que je sache depuis longtemps à quoi m'en tenir, ce qui m'étonne et qui me déçoit, et cette totale absence de réaction de quasiment toute la presse, de toutes les pseudo-élites intellectuelles et de toute la classe dite politique qui se revendique de l'opposition. Oui, en effet, je ne suis pas du tout étonné de ce chaleureux élan de solidarité des Algériens. Ceux-là qui sont dans la rue et qui manifestent pour un avenir meilleur, débarrassés des prédateurs qui ont volé leur pays. Ceux-là et celles-là qui revendiquent Al-Magharibiya comme leur chaîne, leur télé, et qui scandent à l'unisson Al-Magharibiya Qanat al-Shab. Oui, je ne suis pas étonné parce que nous savons tous ici, dans les studios de notre chaîne, combien est grande cette confiance que nous témoignent les Algériens qui se mobilisent pour la libération de leur pays et pour lesquels Al-Magharibiya est la fenêtre par laquelle ils respirent l'air pur de la liberté dont ils ont un besoin vital pour ne pas se laisser asphyxier par les miasmes d'un régime odieux à tout point de vue et qui ne se refuse aucune scélératesse pour se maintenir, coûte que coûte, à la tête de ce malheureux pays. Et oui aussi que je ne suis pas du tout étonné devant ce silence assourdissant de ces amazélites politiques, de cette zama opposition qui n'a pas émis le plus timide communiqué devant une telle violation du droit des peuples à l'information, de cette violation exercée par un opérateur de satellite qui ne peut, en l'occurrence et dans ce cas de figure, agir sans une recommandation, ou du moins une suggestion, ou du moins un aval de l'État français. Al-Magharibiya a donc été empêché d'émettre avec une brutalité et une violence inouïe jusque-là, un véritable viol de la liberté d'informer et une grave entorse au droit commercial, sans même avoir reçu de préavis, ne serait-ce que ça, pour lui permettre de trouver un autre hébergeur. Et le pire est que cet organisme explique sa décision en arguant de la demande de l'État algérien, dont tout un chacun sait pourtant qu'il est en la circonstance question d'une mafiocratie qui use de la corruption internationale et de concessions douteuses des richesses nationales pour se maintenir à la tête d'un pouvoir qu'il a usurpé au peuple algérien par tous les moyens de la violence et de la subversion. Une mafiocratie contrôlée par des généraux corrompus et grands corrupteurs à l'international qui tentent de dévoyer et de récupérer le formidable sursaut, le formidable élan du peuple algérien pour l'amener à un cul-de-sac qui s'appelle élection présidentielle truquée par avance, par anticipation, et comme d'habitude, bien sûr, pour pouvoir garder leur même mise sur le même pouvoir derrière la façade d'un président, encore une fois, fantoche. Oui, on se serait attendu à un véritable tollé de la part de cette foule
de politiciens, de journalistes, d'intellectuels qui s'autoproclament opposants et qui aujourd'hui font chorus dans le mutisme. Pas un mot, pas une déclaration, encore moins un communiqué. C'est le sauve qui peut. C'est le motus et bouche cousue. À part la déclaration, à titre personnel et privé, d'un représentant de parti politique en France, un seul, parmi les milliers qui se bousculent sur la scène politique, nous n'avons pas observé le moindre miaulement, la plus timorée des protestations. Et c'est ce qui me conforte dans des convictions que j'avais jusque-là refoulées, que je ne voulais pas exprimer, et que, parce que je voulais me convaincre du contraire, et qui remonte en nous tous aujourd'hui, qui observons cette presque dérobade des amas opposants, qui font tout pour ne pas attirer l'attention sur leur petite personne en ces temps de la faux et de la trappe. La seule menace du mot Al-Harrach fait rentrer les plus tonitruants de ces pathétiques chevaliers bayards dans leur trou. L'opposition, la vraie, celle qui pourra vraiment inquiéter le régime et se porter à l'avant-garde de tous les justes combats, est à naître. Elle n'existe pas encore, mais elle est en gestation, portée par les millions de nos compatriotes qui marchent et qui manifestent, eux, leur volonté de chasser l'oppresseur. La véritable opposition, les véritables journalistes, les véritables élites sont encore en gestation ou alors en prison, dans les geôles infâmes du régime. Pour sa part, El-Magharibiya n'est pas seul, loin s'en faut. À ses côtés, tout un peuple. Et le temps va nous dire, très vite et très fort, que la vraie force et la vraie noblesse résident dans le sein même du peuple et non dans ces tribunes en toc aménagées par ce régime même et mises à la disposition de charlatans de la politique. الجمعة 35 ولاية باتنا أو بابا ديما بابا حاضر خويا رانا في الحراك ديما بربي إن شاء الله حتى نديو الاستقلال بربي إن شاء الله بلا ما نساو خونا الياس بلالي وخويا سليم صالحي وخونا عثمان وخونا جمال بن سنوف وبلا ما نساو لطفي البوغوس تاعنا الزين وخونا عز الدين سرحاني هو كي قدامكم قالوا باللي المغاربيه تسير فيها فرنسا يوم هما اتصلوا بفرنسا باش يحبسوا المغاربيه وهاي درك جات المغاربيه باسم اكبر من المغاربيه الحراك ديريكت تحيا 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 الجزائر رمزي السلام عليكم. Le régime algérien déterminé à faire taire El-Magharibiya. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et avec moi pour en parler et pour parler aussi des autres faits de l'actualité sur la scène publique algérienne aujourd'hui, Ali Hiles, ingénieur en aéronautique, mais néanmoins fils du colonel Sissad Rabbi Rahmou et de Madame Veuve Abban Ramdan, dont nous rappelons que Madame Veuve Abban Ramdan avait épousé en seconde noces le colonel Sissad, qui vous ont donné deux naissances. Marhaba bik, merci d'être avec nous. Merci beaucoup, je suis moi-même enchanté de participer à ce débat. Vous êtes le fils de deux grandes personnalités, maman et papa, c'est incroyable. Il faut les honorer, oui. Honorer leur combat. Merci beaucoup, Sidi Ahmed. Alors, avec nous, Karim Naït Ousliman, militant politique. Karim, merci d'être avec nous. Bonsoir Jamel, merci pour l'invitation. Je suis honoré comme à chaque fois d'être l'invité d'El-Magharibiya et particulièrement en ces circonstances difficiles. Merci.
mais nous en avons bien besoin, croyez-moi. Croyez-moi, de ce genre de sollicitude. Yahya Bonouar est avec nous au téléphone depuis Marseille. Yahya Bonouar, merci d'être avec nous. Bonsoir, bonsoir à vos invités et à vos téléspectateurs. C'est toujours un plaisir. Merci. Yahya Bonouar, qui est journaliste et militant, un grand activiste à l'avant-garde de ce qui se passe en ce moment pour libérer l'Algérie. Et avec nous, tout aussi militant et à l'avant-garde aussi, Adel Jabbar, algérien et canadien, à la retraite au Canada, mais dont le cœur reste viscéralement soudé, j'allais dire, à son pays natal, l'Algérie. Adel Jabbar, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Tout le plaisir est pour moi, particulièrement en ces circonstances qui nécessitent la solidarité, la mobilisation et l'engagement pour neutraliser les outrances de la dictature. Merci. Alors, mes chers amis, nous allons commencer par notre ami Ali Deheles, qui nous rend donc visite pour la première fois. Je vous avais reçu il y a quelque temps depuis Londres, quand j'étais à Londres, par téléphone. On avait un peu ça fait un plaisir de participer au débat. Alors, vous nous venez d'Alger, hein, vous arrivez... Absolument, je réside en Algérie. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dites-nous un peu comment... Il se trouve que c'est toujours la même histoire. Depuis 1957, on est gouverné par un système institutionnel qui ressemble au système colonial. Le peuple algérien a toujours été tenu à l'écart. Il n'a pas le droit de voter, il n'a pas le droit de s'exprimer, d'émettre un avis, de voter pour ses représentants ou son président, élire un président. Les lire vraiment, quoi. Les lire vraiment. Oui, sans que cela ne soit l'objet d'une fraude ou d'un bourrage des urnes. Absolument. Il est considéré comme un peuple mineur. Il n'a aucun droit. On pense toujours qu'il ne sait pas, il n'est pas fait pour la démocratie, alors qu'il est très mûr. Il vient de le prouver encore une fois. Lors du déclenchement de la Révolution, il a été à la hauteur de cette Révolution. Il est allé au sacrifice, et femmes et hommes, ce que mes parents se souvenaient. Mon père me disait, c'est un peuple marbab. Il m'a dit une formidable, traduit en derja. Oui, de la derja à marbab, ça veut dire formidable. Presque divin, j'allais dire. Il a beaucoup de qualités, mais malheureusement, il a toujours été tenu à l'écart, comme si c'était un peuple aliéné. Voilà. Il n'a pas le droit de s'exprimer, il n'a pas le droit de voter, d'avoir un avis, il n'a même pas le droit de contester sans qu'on vienne faire perquisition. Ou le mettre en prison, carrément. Mettre en prison, comme les 171 détenus. Mais c'est effroyable, c'est incroyable. Ce qui nous arrive. Et le comble, c'est que quand il s'exprime, quand il a le culot, l'audace de s'exprimer, on veut l'en empêcher, on veut le faire taire, et que quand pour une fois, et je parle en toute modestie, hein, je travaille à Al-Magharibia, j'en suis très fier, mais pour une fois, nous allons un peu passer ces limites de la bienséance, parce qu'il n'est pas très bienvenu de parler de soi-même ou de son employeur. Mais pour une fois que le peuple algérien a la chance d'avoir une chaîne de télé à qui il peut faire confiance, qui ne le trahit pas, qui essaye de relayer ce qu'il est en train de faire au reste du monde, contrairement à ces dizaines et dizaines de chaînes de télé. C'est les rats qui agissent sur injonction, qui ne passent pas les images de leur peuple, qui les taisent ou alors qui font l'inverse, qui font dans la désinformation. Pour une fois que les Algériens ont Al-Magharibia à leur côté, qui les informe, qui transmet à travers le standard qu'elle ouvre en direct aux citoyens pour leur permettre de faire jonction les uns avec les autres, d'échanger des slogans. Pour une fois, alors le régime algérien a fait en sorte de contacter un opérateur de satellite, Eutelsat, qui nous héberge, qui nous permet de diffuser nos images par la voie des airs, des ondes. On nous a chassés sans préavis, sans même nous avertir. Et pire que ça, on nous dit que c'est l'État algérien qui
qui dénonce le fait que nous soyons hébergés par Telsat et qui nous demande de nous en chasser parce que nous ne sommes pas autorisés à émettre en Algérie. Alors que nous émettons par voie des ondes. Il n'y a pas de frontière dans le ciel, il n'y a pas de mur. C'est comme si, par exemple, la Côte d'Ivoire demandait de fermer la BBC parce que la BBC se permet de se faire recevoir chez elle. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette très curieuse... Je pense que c'est une violation des droits de l'homme et de la liberté d'expression. Et comme vous le dites, que le Maghrebia quand même représente les revendications majoritaires du peuple algérien, donc c'est une façon de mettre une énième fois le peuple algérien à l'écart via sachant pertinemment que votre chaîne est vue et suivie, que vous êtes une chaîne d'opposition, c'est votre droit. Mais le problème chez nous, c'est culturel. Tous les régimes arabes et tous les régimes musulmans rejettent le phénomène de contestation. D'ailleurs, on l'a toujours appris en langue arabe. La tunaqish wa la tujadil. Il faut ni arguer ni argumenter. C'est l'antidote de la démocratie, alors qu'on devrait laisser les gens s'exprimer. D'ailleurs, Shakespeare le disait à Oxford, « Success is death, there is hope only in failure ». Il n'y a de l'espoir que dans l'échec. Non, there is hope only in failure, oui. Il n'y a de l'espoir. Il n'y a pas de l'espoir dans l'échec, mais plutôt... Il n'y a pas de l'espoir dans la réussite, mais plus dans l'échec. Parce que l'échec vous permet booste, vous permet de créer la polémique. Et de ne pas vous endormir sur vos lauriers. Absolument. Ouais. Et de permettre aux gens de parler, de s'exprimer, comment dirais-je... de la discussion jaillit la lumière, il faut laisser les gens... Mais on ne dit pas ça des despotes qui veulent garder le pouvoir sur tout un pays. Karim, sur cette histoire de Telsat, après on arrivera à ce point de la dite opposition, des élites intellectuelles qui font motus, qui ne parlent pas du tout, qui ne dénoncent pas, qui n'évoquent même pas cette histoire d'El Maghrebia, mais sinon au sujet donc, de ce régime qui... appelle Telsat, comment sonne à son valet, qui lui demande fermez-les, je ne veux plus les voir chez vous. Ah oui, absolument, c'est ahurissant, c'est révoltant, mais ça montre une réalité que certaines personnes peut-être s'étaient refusées de voir, qui est la véritable importance de ce qui se passe actuellement en Algérie. Et pourquoi, à un certain moment, nous, on disait que l'Algérie actuellement est à l'avant-garde d'un combat qui dépasse l'Algérie en réalité. C'est un combat contre ce qu'on appelle, universitairement parlant, et que beaucoup de chercheurs ont essayé d'étudier avec ce qu'on appelle les post-colonial studies, c'est-à-dire comment le colonialisme s'est transformé après l'ère des indépendances pour devenir le néo-colonialisme. Et le cas d'El Maghrebia est un cas révélateur, c'est un cas d'école que peut-être plus tard, j'espère après la réussite du Hirak, des chercheurs vont étudier. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on voit un pays dit du tiers-monde, qui est sous-développé économiquement, socialement, sur tous les points. On voit un pays qui se soulève pacifiquement pour arracher sa liberté, pour faire un changement pacifique d'un système oppressif qui ne disait pas son nom parfois directement, indirectement, qui sévit depuis plus de 57 ans. Et on voit que ce système-là appelle à la rescousse l'ancien colon, appelle à la rescousse la métropole. Pourquoi ? Parce que la société Eutelsat, c'est une société mixte européenne dont l'État français détient une majorité des actions à hauteur à peu près de 30 à 35%. À travers plusieurs agents, plusieurs consortiums de banques, de ceci. Oui. Mais l'État français a son mot à dire. Et donc cette décision n'aurait pu être validée sans l'aval de l'État français. Donc nous sommes dans une situation où l'État algérien demande à l'ancienne puissance coloniale de fermer une chaîne qui relève du droit britannique. Absolument. Donc là, c'est un cas très intéressant, qui relève du droit britannique, mais qui est quand même une chaîne algérienne par son équipe, par son contenu, par ce qu'elle diffuse.
Et la chaîne d'Al Magharibiya, c'est la chaîne du peuple parce que c'est la seule chaîne qu'on a actuellement, la seule grande chaîne qui diffuse 24/24, qui est une véritable chaîne. Pour moi, Al Magharibiya n'est pas une chaîne d'opposition, c'est une chaîne ouverte à tout le monde. De mémoire, je me souviens que j'ai vu même des chiétines du régime passer à Al Magharibiya dans des débats. Donc, et maintenant, si Al Magharibiya se retrouve comme étant le porte-parole ou la voix par laquelle des opposants s'expriment, c'est pour la simple et la bonne raison que, de facto, elle a pris ce rôle parce que les chiétines et les larbins du régime n'ont pas le courage de venir affronter les intervenants et les opposants. Quelques-uns seulement qui venaient presque régulièrement, mais les autres, je rappelle que nous les appelons souvent à venir s'exprimer, on les met devant. Mais on leur demande, venez, vous serez reçus, vous êtes dans des émissions en direct où vous pouvez dire tout ce que vous voulez sans aucune bride éditoriale. Et ils ne viennent pas. Bien sûr, il y a aussi un autre argument, c'est quand vous ouvrez le standard en direct. En direct. Je vous dis, je n'ai pas encore vu une chaîne d'information qui ait fait ça. Parce que les interventions... dans des sujets polémiques. Et dans des sujets polémiques, justement, parce que le direct, c'est très difficile. C'est-à-dire, on ne sait pas qui va appeler, on ne sait pas qui va intervenir, donc on ne sait pas quelle est son opinion. Donc on ne filtre pas les opinions. Oui. Et donc tout ça fait que le cas d'Al Magharibiya maintenant est un cas vraiment grave d'atteinte aux droits fondamentaux de l'homme, un des droits fondamentaux de l'homme qui est le droit d'être informé. Maintenant, l'ancienne puissance coloniale, en collaboration avec le régime illégitime algérien actuellement, ont décidé de priver les Algériens du droit à l'information. Du droit à l'information. Et au moment où on voit que l'une des revendications principales du Hirak, c'est l'ouverture du champ médiatique. C'est-à-dire qu'actuellement, le gouvernement algérien envoie un signal fort et il dit que les Algériens n'auront pas droit à une information qui ne soit pas une information ta'chita, tout simplement. Alors, je rappelle, pour apporter de l'eau à votre moulin, pour ceux qui ne connaissent pas la réalité, Karim, on va vous arranger le micro, il y a eu un petit souci avec votre cravate. Alors, je rappelle aux gens qui ne connaissent pas suffisamment le champ médiatique algérien qu'il existe un peu plus de 40 chaînes de télé en Algérie. Mais ce sont des 40 chaînes de statut étranger. Britanniques, allemandes, espagnoles, italiennes, saoudiennes, je sais quoi, et qui n'ont même pas de bureau agréé. Il y en a 3 qui ont reçu ces derniers temps. Les autres n'ont rien, ils n'ont même pas le droit d'exercer. Mais c'est fait exprès, pourquoi ? Pour que le régime puisse les fermer sans décision de justice. Là, vous avez une marge d'autocensure dans laquelle vous devez évoluer. Si jamais vous en sortez d'1 millimètre, ça s'est passé pour 2 chaînes de télé, vous êtes fermé dans la journée, votre matériel est saisi, et quand vous vous présentez à la justice pour vous plaindre, qu'est-ce qu'il vous dit le juge ? Il vous dit, quoi ? Mais vous n'existez pas, d'où vous venez vous ? Je vais vous arrêter pour exercice illégal de la profession. Et ça s'est passé comme ça. Diabolique. Pour 2 chaînes de télé, dont on a pris même le matériel, sans même pas un reçu de saisie. Pour vous dire, pour apporter de l'eau à votre moulin. Alors, Yahya Bonouar, merci d'être avec nous, Yahya. Alors, sur cette histoire très bizarroïdale de Telsat qui procède comme ça, par le fait du prince, de la fermeture d'Al Magharibiya, sans même un préavis, je le rappelle, arguant que l'État algérien, l'État, pas le régime, l'État algérien l'a saisi pour lui dire que le Magharibiya n'a pas le droit de diffuser en Algérie, alors que le Magharibiya est une chaîne de droit britannique, et que de 2, elle n'a aucun bureau, aucun journaliste, aucun correspondant, si ce n'est ces citoyens, journalistes citoyens, qui agissent de façon bénévole, et que la seule diffusion que nous exerçons en Algérie n'est pas par câble, elle est par voie des airs, par voie des ondes, c'est par satellite. Donc c'est comme si quelqu'un arrivait d'un pays quelconque qui dit « je ne veux plus recevoir la BBC, je veux que vous la chassiez de chez vous en tant qu'hébergeur satellite, je ne veux plus la voir chez vous ». Yahya.
Oui, malheureusement, Eutelsat c'est pas la première fois. C'est des récidivistes. Ils l'ont déjà fait, je l'ai rappelé, je crois, hier, en 2011. Ils ont coupé une chaîne de télé et une radio de la même manière, en arguant d'une demande des autorités algériennes. Les termes utilisés dans le courrier, la correspondance, c'était les autorités algériennes. Voilà, en toute violation. On nous dit même qu'ils auraient fermé une chaîne chinoise. Hein, c'est ce qu'on nous dit. Je ne sais pas. Voilà, il y a eu un exemple d'une chaîne chinoise et d'une chaîne kurde, en plus des deux exemples algériens. Évidemment, tout cela ne tient pas la route. Ce sont des contrats commerciaux entre des entreprises commerciales. Et je ne peux imaginer, ni moi, ni personne, qu'un chef de service à Eutelsat va prendre tout seul la décision de couper le signal d'une chaîne dans un pays X ou Y. Ce sont des décisions politiques qui sont couvertes par des hommes politiques. Eutelsat est une société européenne avec l'actionnariat majoritaire français et dont le siège est à Paris. Et tout le monde peut comprendre qu'on ne peut pas couper une chaîne de télévision comme ça, sans les procédures commerciales. À plus forte raison, Yahya, et les autorités françaises le savent très bien, via leur représentation consulaire et de l'ambassade en Algérie, que le Maghribia est la chaîne la plus suivie en Algérie, de très, très, très loin devant le deuxième, j'allais même dire sans exagérer, vraiment, qu'à elle seule, Maghribia a littéralement l'audimat de toutes les autres réunies. Et Eutelsat le sait, puisque les représentations diplomatiques françaises en Algérie et les services français le savent aussi. Voilà, ça c'est le deuxième sujet. Et c'est ça le cœur du problème. Tout ce que réclame le peuple algérien, le commandement militaire, la junte militaire est contre. Les Algériens veulent une période de transition, ils sont contre. Les Algériens veulent une ouverture démocratique, ils sont contre. Les Algériens veulent la libération des détenus, ils sont contre. Et là, dernièrement, les Algériens se sont mis à crier « Maghribia Qanat Shab », ils sont contre, ils vont la fermer. Voilà, on est dans une confrontation directe entre d'un côté le peuple algérien qui aspire à un avenir meilleur, à vivre dans un pays en toute dignité et en toute liberté, et un commandement militaire qui s'obstine à être un obstacle face au peuple algérien, aux ambitions de ce peuple et aux rêves de ce peuple. Mais Yahya, jusque-là, à la limite, ça peut être compris qu'il y ait d'un côté un peuple qui veut arracher sa liberté, son droit à la dignité, et de l'autre un régime qui veut se maintenir coûte que coûte parce qu'il a beaucoup de secrets à cacher, parce que sachant que si jamais il part, ces secrets vont émerger et qu'il n'aura pas de trou dans le monde où se cacher. C'est à la limite presque légitime, j'allais dire. Mais là où on ne comprend pas, ou on comprend moins, c'est que la France, qui a dit vouloir rester loin de tout ça, ne pas s'immiscer dans les affaires algériennes, ne pas vouloir s'interférer entre un régime mafiocrate et un peuple qui aspire à la liberté, comment la France peut-elle aller jusque-là, jusqu'à une telle violence contre les aspirations de tout un peuple? La France, mon cher ami, et je pense que les téléspectateurs le savent, a à chaque fois soutenu les dictateurs contre les peuples. En Afrique du Nord et partout dans le monde, ils ont soutenu les dictateurs jusqu'à la dernière minute. Et l'exemple de Ben Ali est encore dans mes oreilles quand Michel Ali-Omari, ministre de l'Intérieur à l'époque, a proposé d'envoyer des policiers français pour aider Ben Ali à réprimer le peuple tunisien en pleine révolution. À chaque fois que des peuples veulent se libérer, ils auront d'abord à se battre
contre leurs propres dictateurs, mais également contre les protecteurs de ces dictateurs. Et la France est l'un des protecteurs des dictateurs en Afrique et en Afrique du Nord. J'aimerais que vous me disiez tout à l'heure, Yahya, je suis en train de faire un tour de micro pour le moment, comment pourrait faire le peuple algérien pour appeler le peuple français à l'aider, à le soutenir contre cette, j'allais dire, cette très trouble connivence entre l'État français et la mafiocratie algérienne. Je reviens à vous dans un moment. Adel Jabbar, merci d'être avec nous. Tout le plaisir est pour moi. Alors, Adel Jabbar, donc cette histoire de Telsat qui met fin à la diffusion d'El Magharibi à destination de tout le Maghreb et un peu de toute la diaspora maghrébine dans le monde, tout particulièrement algérienne, et dont vous-même au Canada, et Eutelsat qui le fait en violation de la loi, du droit, de la simple bienséance, et qui même nous envoie un second courrier pour nous dire qu'elle a alerté tous les sous-traitants qui travaillent avec elle, je ne sais pas comment on appelle ça, des providers, je crois, pour leur demander de n'accepter en aucun cas une quelconque demande émanant d'El Magharibiya, même si elle change de statut, même si elle transforme ses statuts, même si elle se mue en une autre chaîne. Cette hostilité relève tout simplement de raisons politiques inavouées, inavouables, et d'une coopération sordide et criminelle entre une ex-puissance coloniale qui a fait de l'Algérie une chasse gardée et de nouveaux colons qui se sont installés en 62. En 62, il y a eu un transfert du bail de la colonisation entre une armée française qui partait et une armée qui venait des frontières algériennes et qui a pris en étau ce pays-là pour faire ce qu'elle a fait de notre pays depuis 57 ans. Donc, il ne faudrait pas être surpris pour dire que les justices sont souvent indépendantes, que les presses sont souvent indépendantes dans les pays occidentaux. En Amérique, qui est l'une des plus grandes ou la plus grande démocratie du monde, où le journalisme, où les journaux sont relativement libres, entre guillemets, où la justice est totalement libre. On a vu des sommités, des gens d'une hauteur extraordinaire, des profs émérites, se faire fracasser par des lobbies, dès lors que ces gens-là prennent position pour critiquer, un tant soit peu, une politique criminelle d'un État colonial. Donc ces gens-là subissent les affres des lobbies qui sont très puissants. La junte militaire aujourd'hui s'est adressée non pas à cette compagnie de diffusion, mais elle s'est adressée à son collaborateur, en l'occurrence l'État français, avec qui il collabore depuis 1962, pour dire appuyez notre demande, nous sommes emmerdés, nous allons disparaître, nous n'avons plus absolument aucun ressort pour rebondir et reprendre la situation en main. Faites quelque chose pour arrêter. Mais c'est comme si on mettait, comment dire, au contraire, comment on appelle, il y a une expression pour dire, on met un bout de bois ou un truc de bois sur une blessure. Donc ils sont en train de faire la même chose. Ils n'arrêteront pas cette révolution-là. Ils ont beau tenter, ils ont diabolisé cette chaîne. Moi, je me souviens, il y a 5 ans, quand elle avait démarré, elle était taxée d'être à la solde du fils, une chaîne terroriste, intégriste, etc., etc. Alors, il y a aussi Adel Jabbar, oui, pour apporter de l'eau à votre moulin, de chaînes terroristes, c'est le régime qui nous traite comme ça par le biais de ces Baltagia, de ces relais. Absolument. Mais puis après, nous sommes devenus la chaîne de Rabarab. Tenez-vous bien, tout à l'heure, un ami qui est pourtant architecte, qui est vraiment très intelligent, qui m'appelle, qui me dit « Jamel, tu m'as caché quelque chose, pourquoi tu ne m'as pas dit que tu travailles chez Rabarab ?» Je lui dis « Mais non, c'est pas vrai. » Il m'a dit « Ah si. » On lui dit « Maintenant, je comprends, parce que vous ne recevez que des Kabyles, la preuve. »
Je lui dis, mais quoi? C'est quoi cette histoire? Et donc, alors on a été d'abord chaîne terroriste, chaîne de Rabarab qui se cache derrière Toufik, ça veut dire la chaîne du DRS. Tenez-vous bien, hein, nous on est dans le DRS. Et enfin, la chaîne, et c'est là où c'est vraiment rigolo, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu, j'allais dire, nationalistes, un peu patriotards sur le bord, qui utilisent le fonds de commerce de l'ancienne puissance coloniale et tout, et qui nous traitent de quoi, d'après vous? Hizb França. D'agents de la France. Et voilà que Eutelsat vient d'apporter un démenti ô combien tonitruant que Hizb França, c'est pas nous, que c'est les généraux algériens. Je vous laisse poursuivre, Adel Jabbar. De toutes les manières, ça fait partie de leur stratégie de division du peuple algérien. Ils ont tout tenté pour diviser les Algériens. Aujourd'hui, ils pensent qu'en neutralisant El Magharibiya, il n'y aura pas d'informations qui circulent. Ça veut dire que ces gens-là sont encore au XVIIIe siècle. Internet est là, les réseaux sociaux sont là, il y a 1000 manières de faire parvenir l'information. Ce que je trouve particulièrement très grave, au-delà de cette dérive et d'atteinte à la liberté d'expression et au droit de dire, de penser et de faire, ce régime-là est un régime réellement criminel. La dernière de ces trouvailles diaboliques est de faire opposer une partie du peuple à une autre partie. Aujourd'hui, ceux qui disent « nous ne votons pas » et qui sont l'immense majorité des Algériens se font attaquer par une frange de la clientèle inféodée au régime qui est en train de dire « non, non, l'immense majorité des Algériens veulent aller au vote, on ne peut pas rester sans président, ça ne peut pas marcher ». C'est cette chef d'Ima qui a été qualifié par le guide analphabète inculte et dictateur qui est en train de nous casser les pieds. Donc il faut arrêter, il faut neutraliser leurs sources d'information. Et je reviens à vous, Adel Jabbar, dans un moment. Nous allons maintenant parler d'abord de ce que j'ai dit tout à l'heure dans l'édito, cette incroyable, j'allais dire réaction, mais en fait de non-réaction de la pseudo-opposition, des élites intellectuelles qui écument les réseaux sociaux, qui écrivent des tribunes dans les journaux, qui sont reçues un peu partout dans les chaînes de télé du régime. Pas un mot, rien. Moi, à part, je vous ai dit... Alors, pour être juste, il y a quelques sites d'Internet comme Interligne, Algérie Focus et d'autres qui en ont parlé. Nous les saluons pour ça, pour leur honnêteté intellectuelle. Mais sinon, quand vous prenez par exemple un journal comme TSA, qui se dit le journal le plus lu, le journal Internet le plus lu, pas un entrefilé, ni Al-Watan, ni Liberté, ni... Alors, le seul qui a écrit, c'est l'expression DZ, mais c'est pour nous tomber dessus. Chaîne terroriste, chaîne... Mais bon, c'est toujours ça de prix sur l'ennemi. Mais sinon, les partis politiques dits de l'opposition, rien. Les universitaires, je ne parle pas des étudiants, des grandes voix de l'université, rien. Les intellectuels, rien. Les amas observateurs politiques, rien. Comment vous expliquez ça? Ce sont des pseudo-opposants. Je pense que le régime s'est toujours fabriqué des opposants pour faire un leurre à l'international, faire croire que l'Algérie est une démocratie, elle possède ses propres opposants, alors que ce ne sont pas des opposants. Qu'ils existent même dans le Parlement actuel. Oui, celui qui est en train de brader les richesses nationales. Absolument. À des puissances étrangères. Absolument. Donc ils font croire qu'ils sont là à s'opposer, mais en fait ils ne s'opposent pas. Et je vais vous dire, quand vous êtes en Algérie, ils ne cherchent pas après les opposants. Et c'est comme ça qu'on le sait, même quand on les rencontre dans la rue. Oui. Est-ce que tu peux m'inviter? J'ai quelque chose à dire. Ils ne vous inviteraient pas. Et d'ailleurs, le gouvernement donne toute une liste de personnes, de militants à l'intérieur, leur interdisant de faire parler ces gens-là au sein de leur chaîne de télévision. Donc c'est une pseudo-opposition, c'est pour faire croire au monde que l'Algérie est une république démocratique. Et les opposants qui sont en prison, comme Fodel Boumala, comme Karim Tabou, comme commandant Bouraga. Est-ce que de cela, nous pouvons dire que ce sont des opposants et que c'est d'ailleurs bien pour ça? Ben oui.
quand vous êtes arrêté et emprisonné, ça prouve que vous êtes réellement un opposant. Sinon, il ne vous arrêterait pas. La preuve, c'est qu'il n'arrête pas tout le monde. Oui. Oui. La preuve, c'est ça. Vous savez, c'est la répression qui montre le pouvoir de nuisance de ses opposants. Quand on s'attaque directement à Karim Tabou, c'est pour son franc-parler, c'est pour son courage, sa radicalité politique. Fodil Boumala, pareil. À un certain moment, certains disaient qu'on ne pouvait pas discuter avec Fodil. Ben oui, on ne pouvait pas discuter avec lui parce que lui, il a des principes et il ne sort pas de ses principes. Donc on ne peut pas, en réalité, pas discuter, mais ils ne peuvent pas marchander avec eux. Et c'est pour ça que ces gens-là qui ont une radicalité politique sont actuellement présents. Pour revenir à la question des partis, dès que le Hirak a commencé, nous avons commencé de notre côté à critiquer les partis. Alors certaines personnes nous ont dit non, il ne faut pas parler de ça, les partis, on a besoin de ces partis. Et nous, on a dit que ces partis-là font partie du problème. Parce que des partis, pour le mieux, ce sont des partis de l'échec, parce qu'ils se sont laissés infiltrer par le régime, par le DRS, par toutes les manipulations. Donc ils n'ont même pas pu se protéger eux-mêmes. Donc comment ils pourraient protéger les intérêts du peuple algérien et porter sa voix? Donc déjà, ça c'est d'un côté. D'un autre côté, la plupart de ces partis sont même en connivence avec le régime. Et là, on le voit. On le voit déjà, même sur la question des prisonniers politiques. Il y en a qui n'ont pas de position du tout. Il y en a qui ont des positions très très timides. Vous voyez, des positions très très timides. Et là, sur la fermeture d'Al-Maralibia, qui pourtant a été toujours ouverte, leur a toujours laissé les portes. Moi, personnellement, j'ai croisé ici plusieurs de dirigeants de partis. Actuellement, quand cette chaîne qui, à un certain moment, portait leur voix, leur laissait un espace pour s'adresser au peuple, est fermée d'une manière injuste, on voit qu'ils ne s'expriment pas. Et ça montre pourquoi ces partis-là, pour moi, à un certain moment, j'étais très radical. Je disais même, dans un processus de négociation, on ne peut pas compter sur eux pour qu'ils négocient à la place ou au nom du peuple. Parce qu'ils n'ont pas cette radicalité, ils ne l'ont pas. Ils ont toujours été vassalisés par le régime via les subventions, via des postes. La meilleure preuve, c'est que certains ont eu des agréments pour leur parti. Et d'autres pas. Et d'autres pas. Certains, comme Karim Tabou, par exemple, on lui a refusé l'agrément de son parti. Parce que le critère, il est là. C'est-à-dire, ce sont Karim Tabou, Fodil Boumala, Bouraga'a, ce sont des gens avec qui on ne marchande pas. Ils refusent de marchander. Ils sont incorruptibles, voilà. Et d'ailleurs, c'est intéressant maintenant de voir la position des partis. Je pense que maintenant, c'est la pierre de touche pour eux. L'affaire Al-Maralibia et aussi l'affaire de la loi sur les hydrocarbures qui s'apparente à de la haute trahison selon certains experts. Parce que là, on est en train d'essayer de préparer un document dans lequel on va argumenter par le texte, par la loi, parce que le régime a avoué lui-même s'être mis en connivence avec des intérêts étrangers. Des sociétés étrangères qui ont donné leur accord. Voilà. Et un bureau d'études américain qui a élaboré qui a compromis l'intérêt national. Parce que vous n'allez pas nous faire croire quand même que des sociétés privées étrangères vont travailler pour l'intérêt de l'Algérie. Non, mais ça n'est pas possible. Plus que ça, Karim Naïtou Slimane, à mon avis, à mon humble avis, ce Parlement, même si la loi en elle-même est discutable, ou à la limite qu'elle est parfaite, même dans ce cas de figure, le problème, c'est que ce Parlement est illégitime. Il ne peut pas légiférer. C'est le Parlement le moins bien élu du monde. Il a été élu à 10 ou 11%. Et bourré à 30% dans le meilleur des cas. Ouais. Mais donc, c'est le Parlement qui est illégitime, plus que la teneur de la loi en elle-même. Et dans ce Parlement, ce sont ces partis. Derrière ce Parlement, c'est les partis qui y a derrière. Certains sont encore présents jusqu'à maintenant dans ce fameux Parlement. Et c'est pour ça, à un certain moment, quand on disait le débat sur les feuilles de route, parce que là, on voit récemment, il y a encore une autre feuille de route qui est sortie et qui ne dit rien et qui dit que, voilà, il faut libérer et tout ça. À un certain moment, on disait le problème de l'Algérie, ça n'est pas les feuilles de route. C'est un rapport de pouvoir. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes avec le peuple pour faire basculer le rapport de force en faveur du peuple,
Ou est-ce que vous êtes un observateur, une soi-disant élite qui est là pour donner son avis? Et la fonction des partis actuellement en Algérie, c'est une fonction, dans le meilleur des cas, consultative, c'est tout. Ils n'ont Ou pas alors d'effet. pour donner le change. Voilà, Absolument. On a une opposition, la meilleure preuve, c'est qu'il n'y a jamais eu de meilleure occasion qu'aujourd'hui avec cette attaque contre El Maghribia pour aller au créneau, au charbon, dire attention, c'est la chaîne qui exprime l'information réelle qui ne la reçoit pas par téléphone, on ne vous permettra pas de la fermer. Et ces partis revendiquent l'ouverture du champ médiatique. On voit dans tous leurs communiqués, ils commencent par l'ouverture du champ médiatique. Et quand on voit la fermeture d'El Maghribia, il ne s'exprime pas. Mais alors, moi, pas du tout, c'est ça le plus incroyable. Ils auraient pu faire au moins semblant. Mais ils ne peuvent pas parce qu'ils sont liés au régime et même dans leur nature, ce ne sont pas des partis d'opposition. Déjà, la plupart d'entre eux n'ont pas de projet politique réel, même si j'espère qu'un jour on aura le temps de débattre avec eux. Ils ne l'ont pas. Ils n'ont pas de projet, parce que s'ils avaient eu un projet, ils auraient pu, à travers le temps, faire un travail pédagogique avec le peuple. On n'arriverait pas à 4 mandats de Bouteflika, on n'arriverait pas à ça. Au 5e, on n'arriverait pas à ça. Donc ces partis-là, on voit leur véritable visage, ce sont tout simplement des relais du régime. Hier, j'étais avec Ali Siali, on parlait de votre papa. Je vous avais dit, le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre. Mais je crois qu'on peut utiliser ce même exemple, cette même sentence à rebours, que pour les partis politiques d'opposition, entre guillemets, en Algérie, là non plus, le fruit vénéneux ne tombe jamais loin de l'arbre vénéneux. Tout à fait. Alors, Elib Bounouar, sur cette, j'allais dire, connivence, et je crois que je ne me trompe pas, du moins cette passivité, ce silence complice de la pseudo-opposition, qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Yahya Bounouar, c'est pas Ali Ah, Bounouar. pardon. Je passe mon temps à me tromper. Pourtant, vous êtes un ami de très, très longue date. Mais bon, c'est Alzheimer. C'est Alzheimer à petits pas. On est tous touchés. Yahya. Il n'y a pas d'opposition. Il y a une opposition formelle. Sinon, votre invité vient de le dire. Dans un pays où il y a une véritable opposition, un autocrate comme Bouteflika ne peut pas rester 4 mandats. Donc voilà, l'opposition est soit en prison et en très grande partie en exil. Des centaines de milliers, des millions d'Algériens ont quitté leur pays, beaucoup pour aller chercher une vie meilleure, mais beaucoup aussi contraints et forcés par la répression et le refus de vivre sous un tel régime. Ce qui se passe ne m'étonne pas. Ces gens, c'est de l'opposition de confort, l'opposition des quotas, qui recevaient leurs quotas pour l'Assemblée, pour les communes, pour les wilayas et ainsi de suite, et donc qui participaient, qui légitimaient des élections fraudées, où tout est décidé par avance. Chaque parti sait à l'avance qu'il aura 10 ici, 15 là et 20 là. Et donc vous ne pouvez pas attendre quoi que ce soit de ces gens-là. Certains, vous avez dit qu'il y a très peu de solidarité avec le Maghribia. Il y en a même certains qui se disent opposants et qui réagissent sur les réseaux sociaux, mais pour insulter le Maghribia et dire que c'est pas vrai et que ce n'est pas l'État algérien et que ceci et cela, et qui se disent opposants en même temps. Et que pensez-vous de l'attitude de TSA, ce journal en ligne qui se dit le plus important du pays et qui n'a pas commis, je ne dirais pas un entrefilet, une ligne, un mot sur cette histoire. Lui qui se dit à l'avant-garde de l'information vraie, de l'information directe. Oui, j'aime pas trop, mais je vais quand même le dire, parce que c'est important.
ce site en ligne a un format, c'est le format du régime. Et quand il donne la parole, on vient d'en parler, aux opposants agréés. Et il leur donne 10 fois, 15 fois la parole, mais jamais il ne sort de ce format et jamais il ne va donner la parole aux opposants hors régime, c'est-à-dire les véritables opposants. De la même manière, quand il traite des médias, il va parler des médias agréés par le régime, mais jamais des médias hors régime, comme le Maralibia, qui est le média le plus important hors régime. Et ainsi de suite. Ils sont formatés. C'est pareil pour les hommes politiques agréés. Ils parlent de liberté d'expression, de liberté médiatique à l'intérieur du cadre et du format décidé par le régime. Dès que ça sort de ce cadre, ils se taisent. Et ainsi de suite. Ils tournent en boucle entre eux dans un cercle pourri. Et alors que depuis 8 mois maintenant, le peuple algérien a cassé ce cercle, l'a envoyé en 1000 morceaux et veut détruire ce cercle et veut se créer une autre vie en dehors de ce cercle. Tous ces gens-là participent, consciemment ou pas, à reconstruire le cercle décidé par le régime et ils vivent dans un confort à l'intérieur. Celui-là, c'est un opposant et celui-là, c'est pas un opposant, alors qu'ils savent très bien que tout est bidon et que tout participe de la farce. Et donc, il ne faut pas vous attendre à quoi que ce soit. Le Maralibia a le soutien du peuple et des véritables opposants. Et justement, nous allons revenir pour un autre tour de micro pour ce qu'il convient de faire. Vous nous direz ce que vous envisagez de faire pour nous venir en aide, pour nous soutenir, parce que nous avons besoin d'aide, nous avons besoin que notre peuple nous soutienne, pas seulement notre peuple, que nous lançons aussi un appel au peuple français, d'où est partie cette mesure de rétorsion, cette mesure de répression, cette mesure de musellement. Et le peuple français pourra nous aider à travers ces politiciens, ces médias, ces intellectuels, pour faire pression sur ceux-là, on ne sait pas lesquels, on ne sait pas qui sont-ils, qui tapissent dans l'ombre. On fait pression sur Talsat pour nous chasser de Talsat. Restez avec nous, Yahya Benoît, je reviens à vous. Adel Jabbar, donc sur ces opposants, sur ces intellectuels, sur ces journalistes, ces médias dits libres, dont certains se disent les plus libres du monde arabe, bien sûr, et qui ne disent mot, qui n'ont pipé mot sur cette terrible affaire El Maralibia. L'opposition n'existe pas, elle est à naître, elle est en gestation, elle va naître de nouveau, et toute celle qui se dit opposition aujourd'hui n'est pas de l'opposition. L'opposition n'a jamais existé en Algérie. Elle n'a jamais existé. Tout le monde a mangé dans la main du régime. Ces partis sont préfabriqués, comme tout le monde le sait, à Ben Aknoun et ailleurs. Ça me rappelle drôlement l'histoire d'une loi des finances qui a été votée sous la gouverne d'un président de l'APL, entre guillemets. Et puis, c'était une loi des finances unique. Elle s'attaquait au portefeuille et au ventre des Algériens, mais elle gonflait le pactole de l'armée, donc à qui on accordait 11, 12 ou 13 milliards de dollars, au lieu de consacrer cet argent à la culture, à la santé et à l'éducation. Donc, on va acheter des canons pour prendre des commissions. Donc, quand cette loi unique a été votée, des gens ont protesté. Il leur a dit, c'est ça la démocratie. Ben, la démocratie, dans une dictature, c'est quoi? C'est choisir ses propres joueurs, choisir ses croupions, les mettre au niveau d'institutions et puis leur faire voter des lois. Quand vous avez le FLN et le RND qui siègent majoritairement dans une pseudo-assemblée nationale et qui votent, et vous n'allez pas dire que c'est une majorité, ils ne représentent rien, ils ne sont pas représentatifs du peuple. Les Algériens sont sortis dans la rue le 22 février pour demander une transition démocratique.
on a eu droit à une dictature de la transition. Et nous sommes dans cet état de fait. Aujourd'hui, la dictature est dans son rôle, est dans sa logique destructrice. Elle est en train de s'opposer par tous les moyens pour faire aboutir sa feuille de route qui n'a absolument aucune faveur du peuple. Je ne sais pas où vont-ils aller. Vont-ils faire forcer des élections qui vont être catastrophiques? Et au-delà du 12 septembre, si ces élections-là auront lieu... Du 12 décembre. Du 12 décembre, si ces élections auront lieu et qu'on imposera un président illégitime, parce qu'il ne sera pas élu ni choisi par le peuple algérien, quelle sera la situation? À Dieu ne plaise, nous serons dans une situation horrible. Quant au parti pseudo... mais pardon, Adel Jabbar, Fatiha Ben Abou, la constitutionnaliste attitrée du régime, celle qui fait partie du fameux panel de Karim Younes, nous a dit que le président ne sera pas illégitime, même s'il sera élu par très peu d'électeurs. 5-6% suffisent, 1% à la limite suffit pour le proclamer de façon légitime, légale, constitutionnelle. Ben, de toute façon, elle bouffe dans la main du système, elle défend son employeur. C'est une véritable honte pour une universitaire, une femme de loi et de droit de dire des inepties pareilles. L'histoire retiendra sa forfaiture. On se souviendra. Non, mais ce n'est pas une ineptie, Adel Jabbar, ce n'est pas une ineptie, c'est par rapport à la Constitution qui se sont taillés sur mesure. Elle est conforme à ce qu'elle a dit, conforme à la Constitution. Sauf qu'elle, normalement constitutionnaliste, et qui s'engage dans la société civile, qui s'engage en politique, elle aurait dû nous le dire, elle aurait dû dire ou compléter. Néanmoins, cette Constitution est illégitime, elle est illégale, elle a été concoctée juste sur mesure, c'est ce qu'elle n'a pas dit, justement. Non, je pense qu'au niveau des urnes, l'agence, ou je ne sais pas comment il l'appelle, l'Agence nationale des élections, est en flagrant délit de violation de la Constitution à travers deux articles, le 93 et là non plus, Fatiha Ben Abou ne nous a pas dit que cette fameuse instance des élections est anticonstitutionnelle. Elle ne le dira jamais. Ouais, elle ne le dira absolument. C'est une dame ou c'est une personne qui travaille pour défendre les intérêts de son employeur, en l'occurrence la jeune, en espérant un strapontin dans la nouvelle organisation gouvernementale fantoche qui sera installée. Moi, ce genre d'élite ne me surprend guère, parce qu'il ne suffit pas d'être diplômé ou d'avoir des connaissances ou d'avoir du savoir. Il faut avoir de la personnalité, il faut avoir des principes dans la vie. Je préfère avoir affaire à un petit Algérien lambda, mais qui a ce qu'on appelle le NIF, que d'avoir affaire à des gens qui n'ont aucune personnalité, qui sont prêts à faire la descente de lit du rangers qui descend de son lit pour les écraser. Nous sommes malheureusement dans cette situation-là. Le drame de l'Algérie, ce sont ces pseudo-élites organiques. Et Adel Jabbar, est-ce que dernière question avant un autre tour de micro, est-ce que l'opposition véritable, les élites véritables, les intellectuels véritables, les journalistes véritables, est-ce qu'ils sont à naître? Est-ce qu'ils vont pouvoir émerger maintenant à la faveur de cette floraison à laquelle nous sommes en train d'assister, cette floraison politique, de cette grande prise de conscience politique de tout un peuple? Est-ce que là, maintenant, nous pouvons espérer que la gestation va arriver à son terme et qu'une nouvelle opposition va naître, qu'une nouvelle classe politique va naître, qu'une nouvelle éthique va naître? Je suis convaincu que nous allons triompher, que la révolution sera menée à son terme. Nous sommes à un mois du 9e mois. J'espère que le 9e mois donnera naissance au bébé liberté. Dans les populations qui sortent dans la rue, il y a des dizaines ou des centaines de milliers de journalistes. Quand vous émettiez, quand El Magharbia émettait, vous receviez des tonnes et des tonnes de vidéos par jour par des journalistes citoyens.
par des gens qui vous faisaient parvenir l'information en dehors des circuits imposés par la dictature. Votre chaîne faisait extrêmement mal. Les 13 milliards de dollars de dépenses en canons et en munitions de la junte militaire ne pouvaient pas venir à bout d'une petite chaîne où l'intelligence prévalait, où le professionnalisme, l'abnégation, le patriotisme prévalait dans cette petite chaîne. Vous avez fait très mal au point où on vous disait que vous étiez la chaîne de l'ennemi. Or, le peuple est en train de vous plébisciter pour vous dire vous êtes la chaîne du peuple. Donc, dans la tête de cette dictature, le peuple est le véritable ennemi. Ils veulent le cadenasser. C'est des gens qui ont un cadenas dans la tête. C'est des gens qui ont un marteau dans la tête. Ils voient des clous partout. Donc, ils n'évolueront pas. Ils comprennent parfaitement ce qui est en train d'arriver dans ce pays-là, mais ils s'entêtent. C'est en désespoir de cause qu'ils sont en train de s'accrocher. C'est la réaction du loyer qui veut s'accrocher au bout de bois qui flotte sur. Et restez avec nous, Adel Jabbar. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'il faut faire? Maghrébia va fermer. Si ça continue comme ça, pour le moment, nous sommes en train d'émettre uniquement pour les gens qui sont en France à travers le câble. Et il n'est pas dit qu'on ne va pas nous le retirer non plus, hein, au point où vont les choses. Nous sommes en train d'émettre à travers Internet, mais nous n'avons pas vocation à émettre à travers Internet, parce que nous faisons du direct, nous avons besoin d'ouvrir un standard. Je crois que nous sommes la seule chaîne au monde, à ouvrir nos standards en direct à tout le monde, sans filtre, dans des émissions particulièrement polémiques. Et nous nous faisons régulièrement insulter, invectiver, mais nous prenons ce risque pour justement lever ce niveau de l'éthique et de la déontologie journalistique. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour venir en aide à Al-Maghrébia? Il faut continuer. Il faut continuer. Il faut continuer. La démocratie, l'indépendance ne sont pas faciles à acquérir. Et il faut du temps. La France, qui se réclame d'un grand état de droit, de démocratie, qui est passée par des obstacles, sa révolution, la séparation de la religion et de l'État, les deux grandes guerres mondiales, il lui a fallu du temps pour poser les jalons et les fondations d'un État démocratique. Et il lui a fallu 2 siècles. Donc nous, je ne dis pas qu'il faut encore attendre 1 siècle et demi, mais il ne faut pas s'arrêter. La démocratie a besoin d'idéalistes, d'hommes convaincus, de femmes convaincues. Et comme disait le président Georges Clemenceau, la guerre et les affaires d'État sont des choses trop graves et trop importantes pour être confiées à des politiciens. À ne pas être confiées à des militaires. À des militaires, pardon. Oui, oui absolument. Oui. Absolument, Donc, absolument. Merci de non, mais c'est dommage. J'entendais l'intervenant au Canada et vous-même disiez que vous aviez fait l'objet d'une violation. Cette violation, elle est historique. Hein. Si on remonte à la tenue du congrès de la Soumam, qui s'est tenu le 20 août 1956, où mon père, qui était responsable militaire de la Wilaya 4, l'Algérois, avait eu l'honneur et le privilège d'acheminer les 2 congressistes, Abban et Belmehdi, et ils les avaient emmenés de Blida jusqu'à Ifri, où devait se tenir ce congrès. Mais sachez qu'une année après, en 1957, un 2e congrès s'était tenu au Caire, à Zamalek, qui avait neutralisé, qui n'avait pas reconnu les résolutions du premier congrès. Qui a tenté de neutraliser. Qui a neutralisé. Le congrès de la Soumam. Oui, qui a violé, neutralisé, alors que c'était un congrès édifié par les forces militaires, politiques, émanant de l'intérieur. Et on a consacré le fameux séparation, la primauté du politique sur le militaire et la primauté de l'intérieur sur l'extérieur. Il se trouve que ce clan qui était à l'extérieur et qui est devenu militaire. Le clan d'Oujda, à sa tête Bossof et Boumdine, c'était eux qui avaient annulé toutes ces résolutions. Donc c'est une première ça vient de loin, quoi. Ce qui nous arrive aujourd'hui a une histoire. Ça remonte à 65 ans. Ouais. Ça remonte à... Nous pouvons dire que ce régime, en fait,
il vient de loin, il vient d'avant l'indépendance. Tout à fait. Et il est né en territoire extérieur. Extérieur, en effet. Et la preuve, son chef militaire a posé son PC en territoire étranger, au Maroc. Absolument. Abdelhafid Boussouf, Absolument. qui a nommé Boumediene. C'est le seul colonel, c'est la seule wilaya qui avait un poste de commandement militaire à l'extérieur. Autrement dit... Et le chef d'état-major général, M. Boumediene, était à l'extérieur. À l'extérieur. À l'extérieur. Absolument. Nommé par Karim Belkacem. Quand il était, avant de devenir ministre des Affaires étrangères, quand il était ministre de la Défense. Absolument. Mais le comble aussi, pour rester un peu sur ce diapason, c'est qu'avant l'indépendance, M. de Gaulle avait fait en sorte que M. Bouteflika, qui était commandant de l'ALN, puisse venir rendre visite à la prison d'Aulnay, aux prisonniers historiques. Oui, la prison de la Santé. La Santé. Pour rendre visite aux sites détenus. Aussi détenus, pour leur proposer que celui qui acceptait de prendre Boumediene comme vice-président et ministre de la Défense serait le président de l'Algérie. Et la France avait demandé au Maroc de délivrer un passeport marocain à M. Bouteflika pour lui permettre d'entrer légalement en France. Parce que la France ne pouvait pas se permettre d'accueillir un rebelle. À l'époque, l'indépendance n'était pas proclamée, dans la prison la plus surveillée de France. Pour vous dire que ça vient de loin, toutes ces histoires. Hein. Alors, l'issue de cette... en fait, je vais vous dire, c'est profond. Hein. On a une histoire tumultueuse, complexe. En fait, la France coloniale savait qu'elle allait quitter l'Algérie, quelque temps après le déclenchement. Mais elle ne voulait pas qu'un gouvernement issu de l'intérieur arrive à l'indépendance. Absolument. Lorsqu'elle a lu le contenu des résolutions du Congrès de la Soumam qui avait statué, qui avait posé les jalons et les fondements d'un État démocratique. Et là, on rentre dans le schéma qu'il ne faut que les puissances occidentales n'ont jamais eu intérêt à laisser un pays du tiers-monde mettre le pied dans la démocratie. Et surtout l'Algérie, qui était devenue un exemple, à la fin des années 50, où tous les pays du tiers-monde avaient les yeux rivés sur l'Algérie. C'était une révolution C'était une locomotive de la révolution. Exemplaire, où des femmes combattaient côte à côte avec leurs compagnons. Dans les maquis, en ville, elles étaient partout. Et donc, notre révolution est devenue un modèle unique. Et la France de l'époque s'est arrangée pour que l'armée des frontières, dont l'état-major était composé presque exclusivement d'officiers français déserteurs, des DAF, la DAF, qui sont arrangés pour qu'ils prennent le pouvoir au détriment d'un GPRA constitué de très hauts politiciens qui aspiraient tous à un État démocratique. C'est incroyable. Hein. On dirait que l'histoire se répète. Aujourd'hui, avec cette histoire d'El Magharibiya, cette patte d'un État qui dit ne pas vouloir s'immiscer dans les affaires algériennes et qui dit saluer le sursaut du peuple algérien, finalement, il y a comme des relents de déjà vécu. Tout à fait. Donc, politiquement, historiquement parlant, nous sommes toujours le 20 août 1956. C'est 65 ans après, on a fait du surplace. Incroyable. On est gouverné par un système... un système institutionnel qui ressemble au système colonial, qui est fondé sur le totalitarisme et l'autoritarisme. Et comme à l'époque, pour enchaîner directement, comme à l'époque, les Algériens qui étaient présents en France, leur soutien et leur rapport à la révolution à l'intérieur était décisif. Maintenant, nous avons... Pardon, je vais vous interrompre, on ne vous entend pas très bien, on va encore voir cette histoire de micro. Je vais passer à Yahya Bonouar. Yahya Bonouar, alors, qu'est-ce qu'il convient de faire maintenant pour essayer de venir en aide à Al-Magharibiya, ou du moins dénoncer et porter à la connaissance du peuple français que des choses pas très nettes se passent sur son pays, qui pourraient aggraver ce clivage, ce fossé, que certains attisent, que certains entretiennent plutôt, entre ces deux peuples qui n'aspirent qu'à se rencontrer, qu'à se réconcilier, qu'à aller dans un terrain bien compris
d'intérêts réciproques. Comment faire pour mettre fin à ce genre de pratiques? خويا جمال الدين يفو نهضروا بصراحه. Oui, دخلنا dans une bataille في معركه مصيريه. C'est le destin de l'Algérie qui est en train de se jouer. oui. L'Algérie ne pourra pas supporter encore 5, 10 ans, 15 ans de dictature. Elle ne survivra plus à ce genre de dictature. Nous sommes face à des traîtres, Khawala, qui sont en train de jouer l'avenir de ce pays, qui sont prêts à l'exploser. Les générations qui viennent n'accepteront pas de vivre sous la dictature. Ils vont faire, يروحوا ينفصلوا يروحوا للخارج ما يحكموهمش هذا. Au bout, il n'y aura plus d'Algérie. Et donc, il faut aller à la bataille, chacun dans son coin, chacun avec ses propres moyens. Et la bataille d'El Magharibia est une bataille importante. Il n'y a pas de petite bataille. Il y a la bataille sur le terrain tous les vendredis, tous les mardis, une grève générale qui s'annonce, la désobéissance civile qui va arriver. Et le 12-12, s'ils maintiennent l'élection, ce sera la plus grande marche et rassemblement de toute l'histoire de ce pays, en présence de la presse mondiale qui viendra couvrir l'événement. Mais en attendant, des initiatives civiles, demain il y a une grande marche. Ouais. Est-ce que vous pourriez d'abord nous parler de demain et aussi des initiatives qui sont en train de se préparer pour soutenir El Magharibia? Voilà. Demain, il y a le rassemblement à République, comme il y a tous les dimanches depuis 8 mois. Il y a des organisations et des associations depuis hier qui se contactent et il y a un consensus, il y a même des autorisations qu'on a obtenues. Donc il y a mercredi prochain, le 23, un rassemblement devant le siège de Telsat. 70 rue Ballard. Attendez, vous avez dit mercredi? Mercredi. À quelle heure? 23. D'accord. De 14 à 19 heures. Face au siège de Telsat. De Telsat, 70 rue Ballard, métro Ballard. 70 rue Ballard, métro Ballard. D'accord. Le lendemain, jeudi 24, oui. Il y a un autre rassemblement prévu cette fois-ci devant l'Assemblée nationale française. Devant le Parlement français, adresse par le métro? Le métro invalide, je crois. De toute façon, on fera une annonce et on va vérifier voilà, tout ce qu'il faut. Les communiqués sont en cours de rédaction. Comme on est plusieurs organisations, ça prend un peu de temps que tout le monde se mette d'accord. Mais tout le monde est d'accord sur le principe pour faire pression sur les autorités françaises, sur l'État français, mais également, comme vous l'avez souligné, informer l'opinion publique française qui ne sait pas. L'opinion publique française, dans sa écrasante majorité, a de la sympathie pour la révolution pacifique algérienne. Elle éprouve de la bienveillance pour ce peuple, contrairement à la France officielle et à l'État français. Le peuple français, dans sa grande majorité, soutient le peuple algérien, et soutient cette révolution pacifique, et soutient les aspirations démocratiques du peuple algérien. Ils ne savent pas ce qui se passe. Notre rôle est de les informer. La sympathie entre les peuples, la solidarité entre les peuples a toujours existé dès lors que les uns et les autres sont au courant de ce qui se passe. Donc nous avons une grande responsabilité. Toute la diaspora, en France bien sûr, mais nos amis au Canada, en Angleterre, en Belgique, partout où il y a une communauté algérienne importante, il est de sa responsabilité d'informer, de mener une campagne médiatique pour informer ces peuples et ces opinions publiques de ce que font leurs dirigeants contre le peuple algérien pacifique qui ne demande rien d'autre que de vivre dans la dignité et dans la liberté dans son propre pays. C'est une responsabilité. Oui, restez avec nous, Yahya. Nous allons l'assumer. Oui. Allez-y. C'est une responsabilité, nous devons l'assumer et j'appelle toute la diaspora algérienne, partout dans le monde, à assumer cette responsabilité historique. Je le répète, il en va du destin de ce pays. Ils vont le détruire. Si ce pays ne rentre pas maintenant, à cette occasion, grâce à cette révolution,
dans un nouveau cycle démocratique, ils vont le détruire. L'Algérie ne supportera plus 5, 10, 15 ans de dictature, c'est terminé. 60 ans, c'est trop. Merci, merci Ali, merci, j'allais vous dire merci Ali Yahya. C'est vraiment, je déraille, moi. Merci Yahya Bounoir, restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Karim, je reviens à vous, j'espère que le micro est bon cette fois-ci. Je disais, dans le sillage de ce que disait M. Dile, c'est que comme pendant la Révolution, les Algériens qui étaient en France avaient joué un rôle décisif dans le soutien et la réussite de la révolution en Algérie, maintenant, la diaspora algérienne, un peu partout dans le monde, mais particulièrement en France, parce que nous sommes très nombreux. Je rappelle que pour la victoire de l'équipe nationale, nous avons fermé les Champs-Élysées, l'avenue de la Grande Armée, nous avons fermé une partie de Paris, avec une partie du boulevard périphérique. Mais fermé de façon la plus pacifique qui soit. La plus pacifique. Et la plus civique, puisque même les rues ont été nettoyées. On ne le rappellera jamais assez. J'en témoigne parce que j'y étais. Oui. Mais maintenant, il faut aussi qu'on prenne cette responsabilité historique et qu'on joue le rôle que nous devons jouer. Parce que là, on voit, on n'a pas de parti. Les Algériens sont abandonnés. Je vous donne un exemple. Au Liban, il y a quelque chose qui vient de se déclencher il y a 2 jours. Oui. Elle est couverte par tous les médias. Tous les médias. Elle est couverte par tous les médias. En Espagne, à Barcelone, pareil. Pareil. Ce qui se passe en Espagne, c'est pareil. C'est un flux tendu. Ils n'arrêtent pas de courir. En Algérie, ça se passe depuis 8 mois. Oui, et c'est des millions de gens qui sortent. Des millions. Aucune couverture quasiment. Vous savez pourquoi? Pacifiquement. Parce que nous sommes une vache laitière. Ouais. Il faut le dire maintenant. L'Algérie, je me rappelle, bon, vous avez vu la première vidéo de mon aîné, mais il y a une deuxième vidéo où il dévoile le complot, la trahison. Il s'adresse au peuple. C'était en 64, en 65 avant de déposer les armes. Il dit « Défendez votre beefsteak ». L'Algérie est une vache laitière. La France coloniale devait quitter l'Algérie, mais elle ne devait pas laisser n'importe qui arriver au pouvoir. Encore moins ceux qui lui ont tiré dessus, ceux qui étaient issus de la formation de l'intérieur, qui ont cautionné le congrès de la Soumam. Il y avait Zérout Youssef, le grand chef militaire de l'Est, le Constantinois. Il avait participé, mon père, Abben, Ben Mehdi, tous les responsables militaires. Et comment se fait-il que tout d'un coup, la France va remettre le pouvoir à cette formation qui est née à l'extérieur, à sa tête Bossouf, Boumediene et dans le sillon Bouteflika, qui est devenu... Et les DAF et les... ce qui a poussé mon père à leur tirer dessus, de 63, octobre 63 à 65. Donc l'Algérie est une vache laitière. Qu'il faut qui est à l'intérieur d'un cabinet d'affaires international. À l'intérieur d'un enclos, qu'il faut bien garder. Et c'est devenu une juridiction économique. C'est pour ça que le peuple n'a pas le droit, il n'a aucun droit, n'a pas le droit de gérer ses affaires, parce que l'Algérie, c'est un pays trop riche. Et c'est pour ça que maintenant, la diaspora a un rôle à jouer. C'est plus que jamais. Oui. Ils nous ont bernés pendant longtemps avec leur histoire de Ayadi Kharidjia. Il faut pas... Maintenant, il faut qu'on joue notre rôle en Europe. Il faut qu'on sensibilise d'abord l'opinion publique, parce qu'il faut expliquer, que la France populaire, la France du peuple et la France officielle, ce sont 2 choses différentes. Mais aussi, il faut qu'on fasse une pression sur les institutions, d'abord déjà françaises maintenant, qui sont en complicité avec ce qui s'est passé pour Al-Magharibia. Donc il faut vraiment venir massivement pour l'appel du mercredi. Il va être publié bientôt pour l'action de jeudi. Et aussi, il faut se préparer pour d'autres actions. Et demain dimanche, place de la République, des actions prévues? Place de la République, c'est un rassemblement. Mais ce mode d'action va être dépassé bientôt. Nous sommes en train de faire des consultations parce qu'on a vu que ça n'est pas super efficace. Donc on appelle les gens à venir, très nombreux, parce que des choses vont se décider. Il y a une marche qui va se faire le 1er novembre. Ça sera une marche européenne en France. L'appel va être diffusé pour tous les Algériens. D'abord en France, non pas uniquement en Île-de-France, mais un peu partout en France, c'est-à-dire Marseille, Lyon, Toulouse. Il faut qu'ils nous rejoignent tous vendredi 1er à Paris, mais aussi... les Algériens de Belgique, de Suisse, d'Angleterre, tous les pays qui peuvent venir le 1er novembre en France doivent venir. Et il y a d'autres actions qui doivent se préparer. Il faut qu'on soit solidaire avec Al-Magharibia. Et être solidaire avec Al-Magharibia... Je vais vous recevoir au courant de la semaine qui vient, si vous voulez bien venir,
nous puissions en parler parce que c'est très, très, très Absolument. important. Je vous rappellerai à ce titre, j'apporterai de l'eau à votre moulin, lors de l'appel des intellectuels initié par le FLN, dans sa tête Abban Ibn Mehdi, c'était le 19 mai 1956, sachez que toute la diaspora en France, algérienne qui était née en France à cette époque, avait rejoint le territoire national pour s'investir dans cette guerre de libération. Eh bien, beaucoup d'entre eux ont été éliminés sur les frontières marocaines. Alors, il gênait, parce qu'il dérangeait. Il gênait. Je vais annoncer ce chiffre de 2000 assassinats. 2000. Et lorsque Ben Mehdi avait quitté le Caire en mars 1956, oui, si je ne me trompe pas, il fait un passage par le Maroc et il va s'apercevoir de beaucoup de choses. En rentrant à Alger, où il sera réceptionné par Ben Youssef Ben Khada, il va trouver Abad et par la suite mon père, qui était déjà chef de la 4, de l'Algérois. Il leur dira en ces termes, il se passe de drôles de choses. Et on aura l'occasion d'en parler, j'espère. Adel Jabbar, le mot de la fin. Nous avons un peu débordé du temps normal de l'émission. Le mot de la fin, c'est qu'il faut rester mobilisé, dénoncer, s'indigner et informer surtout l'opinion publique française notamment, grâce à notre diaspora. Moi, pour être plus concret, j'appellerai les Algériens d'Algérie et ceux de France à boycotter tous les produits français en réaction et en réponse à cet acte inamical, mais surtout très hostile concernant notre révolution qui est menée par une contre-révolution de la 5e colonne. N'oublions pas que ces gens-là sont dans la haute trahison depuis 1962. Ils ne s'arrêteront pas qu'une fois définitivement déboulonnés. J'appelle notre peuple à ne jamais rentrer chez lui, à continuer d'investir massivement la rue, à dénoncer, à s'indigner jusqu'au départ définitif de cette dictature. Je vous assure qu'ils sont dans leur dernier retranchement, dans leur bunker. Ça ne doit pas faire bon vivre là-bas. Ils sont coincés, ils ont peur, ils ne savent pas quoi faire. Il ne faut pas lâcher. Il faut continuer. La révolution devra triompher. Sinon, comme le disait notre ami Benoît, si nous ratons cette étape-là, nous sommes partis pour 2 siècles d'esclavage et de féodalité. Nous risquons de disparaître. Merci. Donc, gardons le cap, protégeons notre pays. Nous avons les moyens. Restons mobilisés et puis, à Dieu ne plaise, la victoire est toute proche. Merci Adel Jabbar, merci Ali Hilas, merci Yahya Bonouar, merci Karim Naïtou Slimane. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Beaucoup d'entre vous ne nous suivent plus désormais qu'à travers Internet en Algérie. Vous ne pouvez plus nous recevoir à travers le satellite pour le moment, mais en France, vous nous recevez à travers le câble. Nous vous remercions. J'espère que vous serez nombreux demain entre Place de la République et Stalingrad pour soutenir le sursaut national en Algérie, cette aspiration à un pays démocratique, pour chasser la junte, ce régime de généraux prédateurs. Et j'espère aussi que vous n'oublierez pas de soutenir El Magharibiya, votre chaîne, Magharibiya Qanat Shab. Et j'espère que, quoi qu'il arrive, mes chers amis, mes chers compatriotes, quoi qu'il arrive et quoi qu'il nous fasse subir, nous n'oublierons jamais ce cap que nous nous sommes fixés du pacifisme et selmiya. Même s'ils nous broient, s'ils nous meurtrissent, s'ils nous humilient, s'ils nous chassent de leurs satellites, nous resterons pacifiques. Nous n'appellerons qu'au pacifisme, mais nous appellerons aussi à la solidarité entre nous, à la fraternité entre nous. Nous ne les laisserons pas nous diviser et c'est bien le contraire qui va se produire. Nous serons soudés tous ensemble contre ces gens jusqu'à ce qu'ils acceptent de partir. Merci beaucoup. Khair.